Bonjour FDP de Tubonia, je suis heureux du coup de vous interviewer. Donc tu es le dessinateur. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots du coup ton parcours? Donc je suis le dessinateur, je suis un auteur de BD où j'avais déjà publié en 2010 et 2012 2 albums aux éditions Emmanuel Proust. Après je me suis plus orienté vers l'enseignement. J'ai ouvert un atelier en 2010 où j'enseignais la bande dessinée, et puis en 2014 j'enseignais dans une école d'illustration graphisme à Marseille. Et donc après j'ai monté ma chaîne YouTube parce que toujours dans le goût de la transmission, une chaîne YouTube de tutos de dessin avec lesquels je pouvais vraiment faire des cours avec des inserts, des trucs, des choses que je peux pas faire dans mes cours en live. Et avec ma chaîne YouTube, c'est là où j'ai rencontré ces 3 FDP ici et à qui on a super accroché humainement, et je leur ai proposé de faire leur bannière pour découvrir leur chaîne. C'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Oh mec, je me souviens comment tu m'as démarché, tu m'as dit ouais, je suis illustrateur machin et tout, et je te propose de refaire ta bannière parce qu'elle est dégueulasse. C'est pas le même contact que vous avez eu? Non, c'est pas vrai. Si, sérieux mec, tu m'avais dit que ma bannière était dégueulasse et je te dis bah ouais, si tu veux, je regarderai. Je suis tombé sur son Facebook. Au début, je le prenais pour un Kikou Minecraft, tu sais, qui faisait GFX à la con, tu vois. Ah ouais. Il me dit t'inquiète, j'ai mon Facebook, je te le donne. Je regarde son Facebook, j'ai fait ah quand même. Ah là, ouais, il a une bonne griffe, tu vois. J'ai pas dit que c'était dégueulasse, je me suis pas permis. Non mais il a dit qu'elle était pas belle, tu vois, qui est vrai. Il avait compris que c'était de la merde. On pouvait l'améliorer. Ah, il avait raison, carrément, il avait raison. Et du coup, c'est comme ça que t'as connu après Sergei et Absol, ou alors peut-être, je sais pas comment vous vous êtes rencontrés. Absol, et après c'était moi en fait. Et ils m'ont demandé en fait d'où est-ce que t'as eu cette bannière. Je dis bah écoute, il y a un gars, il est dessinateur, il fait un putain de taf, et il m'a proposé comme ça gratuitement de faire ma bannière parce qu'il m'aimait bien. D'accord. Ouais. Et je dis bah écoutez, si vous voulez, je vous mets en relation, puis vous voyez directement avec lui. Puis après, il y a un lien d'amitié qui s'est créé naturellement, tu vois. Et c'était pile au moment où on était associé à la chaîne de critique, enfin Ouais, à la vague de critique. Ouais, donc en fait, ça, on s'est entendu comme ça via un groupe Facebook, du coup on parlait pas mal. Je crois, si je dis pas de bêtises. C'était via un groupe Facebook où des fois on discutait. Non, une conversation groupée. Ok. Alors c'est une conversation. Je vais être clair sur les mots. Gros casse-couille. Un groupe Facebook n'est pas une conversation groupée. Pardon, excusez-moi. Un groupe Facebook on peut parler. Et du coup c'est vrai que donc le moment où moi par exemple ça m'intéressait, il était sur la bannière d'Absol, et du coup en fait ça s'est enchaîné comme ça, et on a commencé à discuter un peu tous ensemble. Donc en gros, vous êtes connus par la bannière en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous avez ensuite proposé la BD de qui ça part? Alors en gros, si tu veux, j'ai eu un délire où, pour faire plaisir aux 2 compères là, j'ai dit au dessinateur, est-ce que ça te tente de faire un dessin où on est en mode chevalier de la table ronde au-dessus d'un trou noir, où il y a tous les déchets de YouTube, genre les haters, les cancers et compagnie qui sortent, et nous on croise le fer au-dessus en mode non, vous ne passerez pas, tu vois. Au début, il me dit ouais, non, ça me prendra trop de temps, je peux pas, machin et compagnie. Et puis quelques jours après, il vient vers moi et puis il me fait mec, on va faire mieux que ça, une BD. En gros, il a trop de temps pour une affiche. Par contre, la BD. Mais il a eu le temps de réfléchir et il s'est dit il y a peut-être un délire à faire, et il y a peut-être, si ce délire va jusqu'au bout, il y a peut-être moyen d'aller sacrifier du temps, du boulot, les vidéos YouTube et compagnie pour se consacrer qu'à ça, quoi. Okay. Et il avait raison. En fait, le truc c'était que en fait lui c'était le délire, on fait un fan art et puis voilà, juste pour faire le clin d'œil. C'est ça. Mais alors ça te motivait peut-être pas. Non, ça non, parce que bon après j'avais un taf, j'ai un foyer et tout ça. Et le truc c'est que moi j'avais déjà beaucoup étudié les systèmes de crowdfunding, de financement participatif, des BD qui s'avaient vraiment éclaté avec des systèmes comme ça. Et je me suis dit, avec leur communauté, une BD comme ça, à l'Heroic Fantasy, c'est génial et tout. Lit son idée, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, et je pense qu'on a toutes les armes pour arriver au moins à faire une BD. Et les premières estimations que je leur ai dit, ouais, je suis sûr qu'on peut vendre pour 1000 albums. Et 1000 albums, moi, ça va me dégager du revenu pour pouvoir avoir le temps justement de faire ça, tu vois. Ouais. Mais là, c'était sur mes week-ends, tu vois. Bon, c'est pas, ça permettait pas de vivre, mais ça permettait au moins de faire le délire et de me rémunérer sur le temps que je pouvais passer. Et du coup, votre Ulule, ça a été quand même un sacré truc de ouf. En 3 heures, on a fait les 15 000 € demandés en fait. En 3 heures. En 3 heures. Comme ça. J'étais au taf et j'arrêtais pas de refresh moi de mon côté en mode valet. C'était impressionnant. C'était En énorme. une journée, on a doublé le score. À la base, on avait fait un live pour le lancement du Ulule qui avait lieu 3 heures, je crois, justement après le lancement.
Et en fait, ça a été un live remerciement. Voilà, c'était plus ça. Énorme. C'est vrai que c'était plus un live remerciement parce qu'on durant ce live, on était déjà arrivé quoi. On devait être à 30 000. Ouais, 30 000 à peu près. C'était abusé quand on était là, bah du coup. Merci. C'était un peu étrange, mais c'était grisant quoi. C'était vraiment L'engouement grisant. était énorme et en fait c'est juste la vitesse où ça arrivait d'un coup en fait. Tu rafraîchissais, ça partait mais à des sommes pas possibles Et le plus ouf c'est de se dire qu'à la base tu vois tu fais ça juste entre potes en mode balèque, on propose un projet, si ça passe pas, bah ça passe pas, mais au moins on le propose. Et à la base on l'a vraiment fait entre couilles en mode hey les gars j'ai une idée de dingue, on fait ci, ça, et puis ça va faire des trucs de ouf et tout. Tu vois, juste en mode vraiment pote, et puis là t'arrives dans un truc ultra pro qui dépasse des centaines de milliers d'euros et tu fais ok. Bon, et justement, est-ce que ça vous met la pression? Enfin, est-ce que vous avez une certaine pression? Ouais. Grave, moi j'ai la pression. Ok, peut-être. Ah non. Alors moi c'était de l'excitation. C'est-à-dire en gros, concernant la bande dessinée, moi par exemple de ce que j'ai vu au niveau des planches et au niveau de l'idée qu'on a eue, étant donné qu'ils nous suivent, il y a peu de chances pour que les gens n'aiment pas spécialement. Après oui, il y a toujours un petit peu de pression, surtout le moment où on va envoyer des bandes dessinées, mais c'est plus de l'excitation en mode voilà putain ce qu'on a réussi à faire, c'est quand même l'un des plus gros projets qui existent aujourd'hui sur YouTube. Bon, le plus gros, avec nous du coup, et c'est impressionnant quoi. Ça fout un peu le vertige justement. Ouais, ok. Absol, toi? Moi au début j'avoue que j'avais un petit peu peur de est-ce que la BD va répondre aux espérances du public, parce que bon c'est vrai que comme disait Antox à la base c'était un délire entre nous, donc on n'y avait pas mis tant que ça de notre être on va dire, et puis finalement j'ai vu l'avancée de la BD en temps réel. Maintenant toutes les pages sont finies, crayonnées, il manque plus qu'à les colorier et à rajouter les bulles, et là je suis quasiment assuré qu'elle va plaire à 99% des gens, donc déjà c'est un point en moins, parce que vu comment le truc est agencé, vu comment les dessins sont faits, pour pas que ça plaise faut vraiment y aller. Et le seul truc peut-être embêtant, c'est qu'on avait dit aux gens que la BD sortirait à Noël, puis en janvier, février, mars. Du fait qu'on ait rajouté 11 ou 12 ou 13 pages, il me semble, il y a eu le dessinateur qui a dû monter sa boîte d'édition. En même temps, il a eu des problèmes personnels, et puis pendant 2 mois, il a travaillé sur l'épopée temporelle, les illustrations de l'épopée temporelle de Cyprien, tu vois, donc 2 mois aussi en moins. Du coup, ça a retardé, tu vois, et bon, c'est pas un mal en soi, c'est juste que voilà, la BD est toujours retardée, on reçoit souvent des commentaires en disant bah ça fait bientôt un an qu'on l'a commandé la BD, tu vois. Ça du coup ça te fout un peu la... Ça me fout pas la pression, mais c'est juste, je trouve juste ça peut-être dommage. J'aurais bien aimé qu'elle sorte au moment où, enfin, on pensait déjà à la base c'était prévu pour Noël. Bon là c'était peut-être un peu trop optimiste. On avait dit soit Noël ou le premier trimestre 2018. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Premier trimestre 2018, on était quasiment sûr. Puis on est toujours en tu sais qu'avril c'est toujours premier trimestre. Ouais, mais finalement ça va plus être mai-juin en gros. Ouais. Non mais c'est vrai. Et ce sera aussi un soulagement quand les gens auront enfin la BD entre les mains surtout. Ouais. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent bah j'ai toujours pas reçu la BD, on reçoit de plus en plus de questions et c'est normal. En fait, les raisons de ce retard sont aussi personnelles. Et donc du coup tu peux pas trop leur dire. Alors après par contre ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que sur le Ulule, le dessinateur il fait des news Ulule, il parle de l'avancée, des dates, voilà. Vraiment tout ce qui se passe. Ouais, une nouvelle par semaine. Mais le problème c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a très peu de gens en fait qui lisent ces nouvelles, et du coup parce que généralement quand tu donnes de l'argent aussi, peut-être tu te dis bon, oui, c'est vrai, par contre ils sont très patients. Moi je pense que la plupart, tout le monde comprend, parce que moi je dis franchement tout ce qui se passe, et tout le monde comprend, oui, il y a du boulot de ça, et surtout les gens se rendent compte vraiment qu'on a rajouté 30% d'histoire en plus. Gratuitement en plus. Gratuitement, tu vois. En plus les goodies sont... Ah, il y a les cartes, il y a toutes ces choses là. Il y a plein de choses à faire, et surtout c'est que j'ai dû apprendre à créer une boîte, tu vois, à créer une boîte d'édition, à écrire des contrats, à voir avec des avocats, à avoir des juristes et des machins, tu vois. Ça a pris un temps, c'était chronophage, et puis tu vois, il faut se lancer là-dedans, donc donc ça pète ton processus de création. T'as l'assistant qui te demande des trucs, donc t'es là, tu fais ça, et puis après, comme j'ai mal dit les choses, j'ai dit ah merde, des fois il a refait des pages, le pauvre. Mais bon, lui il est payé au mois, donc ça s'en fout. Mais ça le fait un peu chier quand même de retravailler des trucs. Mais ouais, donc si tu veux, il y a eu tout ça qui est un peu retardé. Mais voilà, moi j'ai pas de pression, parce que je sais que je suis en train de faire un produit, soit les gens ils aimeront pas spécialement, mais je pense que 90% des gens seront pas déçus, parce qu'ils auront un produit quand même de qualité. Je veux faire de la qualité quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc là justement tu peux présenter en post-prod les planches que là ça s'affichera maintenant grâce à la magie du montage. Et les gens pourront constater que c'est un petit mélange entre BD et manga.
Et à mon avis, ça va plaire à bon nombre. C'est vrai, ces choses-là. c'est vrai que je n'ai pas vu ça comme ça. Il y a un petit terme manga. L'agencement des cases, tout ça, la peut-être. façon dont Oui, les- D'après toi d'ailleurs. Oui, C'est alors compliqué, si tu veux, j'ai une longue histoire avec le Japon où j'ai passé une grande partie de ma jeunesse, élevé au club Dorothée, grand lecteur de manga. Et moi, je suis plus dans une BD un peu fusion, tu vois, franco-belge, manga et puis un peu d'influence comics. Donc, tu vois, avec le format couleur aussi, tu vois. Donc, je suis plus dans cet esprit-là. Ok. Ah, les bastons sont propres, hein. C'est vraiment. Ah, ça par contre, mon gars, putain, t'as vraiment. Ouais, Pour niveau l'avoir vu. style de dessin, vous par exemple, est-ce que vous Les mecs, accordez autant d'importance au dessin qu'à l'écriture de la bande dessinée? Alors. Pour moi, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est complètement vrai. Pour moi, Ah ouais. c'est kiff-kiff parce que tu peux avoir une histoire, mais de psychopathe, et si les dessins sont un peu branlants, C'est vrai. c'est ça vrai, perd c'est un peu de son charme. Et Et pareil, l'inverse si tu as aussi. des, si tu as des dessins de ouf malade et que l'histoire elle tient sur une feuille, t'es en mode bah ouais, mais c'était juste joli quoi. Mais en fait, disons que dans ce sens-là, la BD est décevante parce que t'as beaucoup d'attentes, les dessins sont beaux, mais l'histoire est nulle. Donc c'est décevant. Tandis que l'autre, le dessin est pas super, l'histoire est bien. Donc tu vois, ça c'est positif. Imagine, t'as les deux en même temps, tu vois. Et si t'as les deux en ouais. même temps, voilà, c'est ça qu'il faut réussir à harmoniser. Moi, comme avec eux, on a écrit une histoire vraiment chouette. Il fallait vraiment que j'essaie de mettre le mieux, tout ce que je pouvais. Les gens ont vu mes bannières et tout, donc tu vois, il y a mon image de marque qui est en Ouais, jeu, ouais, donc normal, je peux complètement, pas ouais. sortir un truc là. C'est pour ça que je préfère être en retard, mais que les gens ils ont un beau produit parce que la BD, les bien. Petits Bonhommes tome 1, c'est une fois. Et après, elle sera éditée éternellement comme ça, quoi. Donc, vaut mieux qu'elle soit bien une fois. Et là, on leur a expliqué, il y a eu plein de choses qui ont fait que tout a explosé et ça est devenu plus gros que ce que ça devait être. Et donc voilà, c'est pour ça que ça prend plus. Alors du coup, maintenant, je voulais vous demander comment s'est passée la première journée de travail. C'est sympa. Est-ce que ça a été une Avec réunion beaucoup de bière, IRL chaque ou alors fois. c'était Bière, virtuel Alors, je sais pas, imaginons que t'es entre potes Mhm. et on te demande de créer quelque chose entre potes. Donc en gros, c'est Ok. bière, cigarette, en fait, exactement. En fait, on était chacun dans son état actuel. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que comme t'es dans ton état, bah ta création, elle est pareille en fait. Il y a Ouais. aucune chose qui est venue interrompre ça. Après, bon, il y a des choses où on n'était pas d'accord. C'est des choses Ouais. qui arrivent. Mais après, au fur et à mesure, tu sais, t'apprends aussi à travailler avec les personnes que Oui. tu t'es Oui, c'est avec qui vrai. t'es ami à la base. Donc mais c'est super enrichissant et intéressant. Franchement, enfin moi j'ai appris beaucoup grâce à ça en fait. Ok. Exactement Tout le pareil. monde, ouais, tout le Moi, monde. Ouais, pareil, exactement. Moi j'ai trouvé que pareil. c'était fluide et j'ai trouvé qu'il y avait aucune bataille d'ego. Oui. Dans le truc, c'est-à-dire que Ok. quand quelqu'un il aimait pas quelque chose, tout le monde disait ok t'aimes pas ça, on va trouver une solution pour que tout le monde soit d'accord. Non, c'est vrai qu'il y a, ouais, on n'a pas bataillé pendant des années pour dire ouais, non, mais ça, je suis désolé, les gars, je veux Alors, pas que ce voilà. soit dans la BD. Ça, On a- j'ai on a- vu qu'il y avait un petit Ouais. truc de- Non, parce que pas pour le tome 1, mais justement on a écrit tout le script, tout le scénario du tome 2. Là pour le coup on a un petit peu plus bataillé. Parce que c'était vraiment des idées qu'on n'arrivait pas à démordre laquelle serait la meilleure. Ouais. Au final on a réussi. On Mais est assez voté à content main de... levée, comment ça s'est passé du coup? Non, on tant essaie que ça toujours fait de pas trouver des On s'est compromis, battu, tu vois. celui qui Non. gagnait, celui qui avait beaucoup plus de sang, il perdait. Non, c'est Ah en ouais. fait disons que si une idée elle arrive pas à convaincre tout le monde, ben on la laisse de côté. Ouais. Et on a Ouais, c'est vrai, vraiment c'est vrai un qu'on avait truc ça. où tout le tout le monde monde est est d'accord et sur tout le monde tout est ce et qui tout le monde se est hypé à 100% sur l'idée. Ok. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est des fois bien ça de faisait mal au laisser- cœur de laisser tomber une idée. Ça faisait très mal au cœur. Ah putain, j'aimais trop cette idée, mais tu vois, non, c'est Au moins, une tout le monde est coécriture quoi. content. Des fois on prenait 1 à 2 heures pour réfléchir dessus et essayer de trouver plein d'alternatives et à la fin on se disait putain il faut qu'on fasse ça. C'est pour ça Et que le c'est tome là, 2 ouais. a duré plus longtemps en termes de réflexion que le tome Ouais. 1. D'accord. Notamment on a dû mettre C'est vrai 2-3 que faire jours. une suite, c'est peut-être Mais- encore plus dur. Disons Bah, il que- fallait que ce soit encore mieux que le premier en fait. Ouais. Oui, bah oui. Je pense que sur le tome 1 aussi, c'était la première fois que vous écriviez de la BD. Ouais. Oui. Donc après moi, ce qui s'est passé sur le tome 1, c'est puisqu'on pouvait pas rester indéfiniment chez Alex. Donc après moi je suis reparti sous le coude avec ce scénario-là. Bon après moi je suis prof, j'étais prof de technique narrative, donc vraiment j'étais un peu script doctor des scénarios des élèves et tu vois j'arrive avec ma boîte à outils un petit peu, tu vois, à rectifier un tout petit peu la trame narrative du scénario. Donc après tu vois c'est avec tout ce travail là et puis eux quand ils ont revu si tu veux le travail que j'ai fourni sur le tome 1 si tu veux, le tome 2 c'est j'ai pas tu vois j'ai pas eu à faire ce travail là tu vois ça a été fait carrément dans ce truc là tu vois. C'est et ils avaient déjà beaucoup plus de facilité en tous les cas dans l'idée de faire des trucs là. Il y a bien entendu encore des petits trucs que j'ai dû reprendre pour le tome 2. Juste après, il y a des trucs que je fais moi quand je dessine la BD, c'est-à-dire que des fois je la réécris un tout petit peu, parce que c'est là où je m'aperçois que les détails, tu vois, il manque des petits détails.
Mais ouais, le tome 2 en tout cas il a été écrit beaucoup plus, j'ai trouvé moi. C'est vachement fluide surtout je trouve. Enfin, il y a eu Les des... plus intenses. Ouais, enfin les idées qu'on avait en vrai c'est vrai qu'elles sont Alors, encore plus ambitieuses. Et non, en fait, ouais, là je percute, mais ce qu'il y a, c'est que le tome 1, il y avait aussi, là où on a perdu, pas perdu, mais là où on a eu mis beaucoup d'énergie, c'est la création de l'univers. Le tome 2, l'univers était créé. Ouais. Donc on s'est penché vraiment sur la création du scénario. Tu vois. D'accord. Donc il y avait aussi ça. À préciser aussi que quand on a créé le tome 2, du coup, on a modifié la fin du tome 1 en conséquence. Oui. Ce qui fait qu'on a rajouté 11 pages. Ouais, parce qu'il fallait d'accord. Pour que ça soit cohérent. Et donc, on a bien fait de faire finir le script du tome 2 avant l'arrivée du tome 1, Ouais, parce que ça ça fait nous a bien. permis justement de changer la fin du tome 1. Et justement, à la fin du tome 1, il y a quelque chose qui annonce le scénario du Un tome bon 2. gros cliffhanger. Ah ouais, ça va. Tout à fait. Bah, Yes. mais si tu veux, c'est une fin ouverte. Donc le tome 1 considère, il y aura les gens qui. Voilà, Il n'y aura pas de spoil sur le tome 2 si tu veux. Voilà, ouais. Avec la fin du tome 1, il n'y aura pas de spoil du tome 2. Ouais, y a pas de... Au contraire, tu vas pas savoir avec la fin du tome 1, quand on va annoncer le tome 2 ce que ça va être, tu fais, ah, d'accord. Mais si t'es assez intelligent, t'as des pistes. En fait. Ok. Ouais, Intelligent, c'est logique. pas intelligent, si. Si, parce que T'es les gens pas sont con. cons. Non, je rigole. Non. Ok, du coup, qu'est-ce que ça. Est-ce que vous, par exemple, là vous vous dites, vous allez faire. Enfin, le tome 1 va sortir, vous allez faire un tome 2. Est-ce que vous pensez, par exemple, que vous allez faire pourquoi pas un tome 3 ou alors, justement, est-ce que vous n'allez pas vous dire, est-ce que on a envie de faire une autre histoire sur un autre média, un truc comme ça? Est-ce que ça Faire vous un donne film. Non, je déconne. Ok, je l'ai cru avant, je fais ça. Non, On a c'est prévu vrai, de faire une trilogie, Ouais, une trilogie, depuis ouais. le début. Bon alors déjà on va voir le succès du tome 2. Déjà voir parce que bon, Déjà on peut pas succès du savoir. tome 1 quand ils vont le recevoir. On peut pas s'avancer. Oui déjà, voir la réaction des gens quand le tome 1 sortira. Ensuite on va faire la campagne du tome 2 direct après. On va voir le succès du tome 2 et puis on verra en conséquence. Et on va faire également on va proposer aux youtubeurs de faire une histoire externe centrée sur leur personnage. Donc ce sera des spin-offs autour de la trame principale, on va dire. Des histoires externes, donc des BD peut-être un petit peu moins épaisses que celles de la trame principale, mais il va y avoir des spin-offs centrés sur un youtubeur en particulier. D'accord. Et ce sera lui qui assurera sa communication, qui choisira son dessinateur, tout ça, voilà. Ceux qui Mais font aussi le scénario. bien sûr, ça respectera l'univers de Tubonia, Ouais, voilà. C'est un- Mais ce sera ses idées, ce sera sa touche personnelle dedans. Un petit spin-off BD. Donc, Oui, Ouais, c'est ça. Et pas qu'un. ah, génial. Pas qu'un. Ouais, On en j'imagine prévoit que- pas mal et il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui ont répondu présent pour ça. Et pas des petits. Donc on est assez content. Pas un petit. Ouais, Non. c'est nom. vraiment, en fait, disons que c'est une façon, vu qu'il y a beaucoup. Mais pour les noms, non, mais pour les noms à lâcher, faut voir avec le dessinateur. Ouais, non, pour l'instant, je lâche pas dedans parce qu'il y a Non, rien qui non, est non, signé. c'est- Ouais, c'est vrai Euh, que ça a apporté non, la non. poisse. Mais disons que en fait c'est aussi notre façon, vu que tous les youtubeurs qui nous ont aidés à créer ce succès là, c'est la façon de leur dire, toi aussi si t'as envie de créer quelque chose et en plus tu seras rémunéré et tu seras bien rémunéré pour faire ton spin-off. Donc tu vois, on rend aussi la pareil aux gens, tu vois. On a créé Tubonia. Tubonia ça veut dire YouTube. Nous aussi on crée un YouTube en BD. Tous les youtubeurs venez parce que nous on donne vraiment la belle part à l'auteur. Ouais. Ça c'est la maison d'édition que j'ai créée. C'est une maison d'édition un petit peu on va dire vertueuse que j'ai appelée les éditions parallèles. Alors, je m'appelle Julien Parra avec des airs, c'est une édition parallèle avec des airs. C'est vraiment faire passer par un circuit parallèle quoi, pas passer par les librairies avec les réseaux de distributeurs diffuseurs pour pouvoir garder toute cette marge là qui représente 50% en fait de la marge d'un album, tu vois. Ça, c'est Et vraiment ça, bien. tu le reverses à l'auteur. Tu vois. Donc c'est tout ça, hop, reverse à l'auteur. Donc, et ce qu'il y a, c'est que dans le circuit YouTube, les youtubeurs ils ont directement accès à leur communauté et à une communication à très grande échelle à leur communauté. Donc ça fait qu'il n'y a vraiment pas besoin de se retrouver en librairie. D'accord, ouais. Oui, donc ça vous intéresse pas du coup d'être en libre? Oui, parce que vous n'êtes pas en libre. Alors moi j'aimerais bien, mais. Toi, t'aurais aimé, toi. Bah C'est franchement, plus un kiff en fait. pour l'ego, tu vois, te l'ego, dire, ouais. tu te balades dans les comprends rayons ça. de la Fnac, t'as ta BD Ouais, qui est là, ouais, c'est un C'est risque. ouf, mais tu sais Mais que bon. si tu fais ça, au lieu de toucher 80% dessus, tu touches plus que 8%. Ouais, bah oui, forcément. Il y a un moment où il y a le rapport, quoi, normal. Et surtout que toute la com, c'est toi qui l'as fait en tant que youtubeur. Oui, en plus. Tu vois. Donc c'est pas un mauvais circuit, mais quand on est connu, c'est pas le bon circuit à adopter pour moi. Et d'ailleurs, je l'aurais prouvé. C'est pour ça que quand on avait décidé de faire le truc, j'aurais dit les gars, on peut faire une BD parce que j'avais déjà
pensé et réfléchi à tout ce système-là de financement participatif. D'accord, ouais. Parce que moi, tu vois, depuis 2012, j'avais plus fait de bande dessinée parce que j'étais écœuré du circuit. Parce C'est vrai qu'il que est très, très difficile. parce que tu étais très mal payé, quoi. Pour faire une BD, tu travailles 1 an dessus et tu gagnes 9000 balles, tu vois. Tu peux pas vivre tu peux pas, avec 9 000 euros, tu peux pas vivre un an, tu vois. Donc c'est très dur, faut faire des métiers à côté et tout, c'est éprouvant. Donc voilà, c'est pour ça que pour un youtubeur, le financement participatif ou même plutôt la prévente, si tu veux, permet de contourner un petit peu ce Ouais, parce que système. c'était plus une prévente en fait. Hein, Oui, c'est plus. C'est vrai. Ouais, en fait. Ah, c'est devenu une prévente du coup. Oui, c'est devenu une prévente. Au début, Ouais. au début, on pensait à des gens, on avait mis des paliers à 1000 euros. On se dit, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous aider. On leur promet un week-end et tout. Mais c'est parti en une semaine. Ouais, ça a été les packs Ouais. qui sont Des partis. packs à C'est 1000 les packs euros. les plus chers. Ouais, c'est c'est parti parti plus plus vite. vite. Ouais. Il y avait 5 places en fait, et les 5 se sont vendus dans la semaine. Parce que Directement. le palier le plus cher c'était 1000. C'était 1000. C'était ceux-là qui sont partis. Ouais, et ils l'ont. Ah, les gens ouais. sont chauds, c'est trop cool. 1000 euros, ça, c'est ça qui fout le vertige aussi. Tu dis une personne qui donne 1000 euros pour Ouais, te qui est prêt soutenir. à te financer C'est impressionnant. à cette Après, hauteur-là. repart quand même avec une planche originale. Ouais, il y a Ouais, plusieurs. ça Après, fait forcément, il y a les cher, contreparties. Ah oui, non, mais les contreparties sont adaptées pour. Bah oui. Voilà, ils ont accès à une soirée avec tous les youtubeurs, et ils ont aussi un accès au week-end avec nous, avec l'hébergement, tu vois. Bon, au final, Ouais. tu vois, Oui, dans les donc 1000 euros, il y a c'est quand un- même, c'est une super, il y a quand même, super tout, opportunité. quoi. Si tu dois te payer une planche originale, moi je les vends, tu vois, on avait mis le prix de la planche originale à 700 balles. Moi, une planche originale, normalement, à l'époque, je les vendais, tu vois, 500 euros, tu vois, une planche originale. Donc bon, tu vois, c'est pas. Ouais, ouais. Voilà. S'ils veulent une planche originale, c'est pas. Et est-ce que vous pensez que déjà quel est votre rapport à la BD, surtout vous trois? Est-ce que vous en lisez tout simplement ou alors bon, Alors moi j'en ai lu beaucoup quand j'étais gosse et c'était quelque chose qui me faisait kiffer de ouf, notamment Astérix. C'était vraiment quelque chose que je kiffais à mort, mais pas simplement les dessins animés, surtout les BD. Après je lisais pas mal d'autres BD et après je suis parti un peu plus dans le manga. J'ai commencé à lire un petit peu plus, mais bon j'en lis plus depuis parce que tu vois on a tous vieilli, on a tous d'autres Ouais, passions à côté. Mais c'est sûr que quand t'es petit et que tu kiffes énormément la BD, tu te dis des années plus tard t'en fais une et t'es dedans. Il y a une légère érection qui se produit. Quelque part, c'est normal en fait, c'est totalement normal. Mais après, je vois pas ce que je pourrais te dire. Mon rapport à la BD, bah, j'aime bien. ouais, J'en ai consommé beaucoup quand j'étais gosse. Et le fait de me dire que je suis dans une BD maintenant, bah, c'est une fierté personnelle quelque part, ouais. ok. Clairement. Ouais, non, bah, ça, 100%. Et du coup Alors moi personnellement je lisais aussi, alors moi c'était plus dans le côté Titeuf, Tintin et Nana. Après je lisais aussi des Astérix et des Tintins aussi. C'est mon truc, parce que mon frère adorait ça et moi quand j'étais plus petit, déjà j'aimais pas spécialement lire, donc du coup je regardais énormément en fait les images. Et le fait de pouvoir deviner en fait l'histoire juste avec les images sans avoir le texte à côté, je trouve ça impressionnant en fait. Et putain j'étais loin, j'en me rends compte pardon. Mais ouais non mais du coup c'est vrai que ouais c'est une sorte de fierté. Après c'est vrai que le rapport, moi j'ai pas un énorme rapport avec la bande dessinée, mais c'est plus aussi une grosse fierté parce que ma famille était des grands fans de bande dessinée. Mon père adorait lire Astérix mais H24. Aujourd'hui me dire que ouais je suis dans une bande dessinée avec mon nom dedans, ouais c'est une grosse fierté que t'as quoi. Même si t'as pas spécialement un gros rapport avec la BD, c'est quand même une fierté derrière. Moi j'ai été bercé avec Astérix, Tintin, Lucky Luke, j'avais toute leur BD, je les lisais 3-4 fois les mêmes BD, je m'en lassais pas. Après forcément dans l'adolescence j'ai un peu laissé tout ça de côté pour me consacrer au manga, donc Dragon Ball, One Piece, Naruto, les classiques on va dire. Et puis récemment là, ça date de 3-4 ans. Je me suis aperçu qu'il y avait des BD qui étaient destinés vraiment aux adultes. Parce que moi dans ma tête les BD c'était adolescent-enfant. Et puis finalement je suis tombé sur des BD vraiment destinés aux adultes avec des sujets assez durs, des dessins assez forts, voilà. Et par exemple j'ai découvert un dessinateur qui s'appelle Ben Temple-Smith, je sais pas si tu connais. ça me dit quelque chose de nom. Là, C'est assez connu, qui fait quoi des BD très gore, c'est en plus c'est pas vraiment des dessins très représentatifs, c'est vraiment comme Enki Bilal, tu vois, c'est vraiment plus de l'art que du dessin. C'est plus du tableau que du dessin. Avec des sujets très coriaces on va dire. Donc voilà, je me suis remis assez récemment à la BD en découvrant qu'il y avait des BD pour adultes, donc ça m'a beaucoup plu. Et puis là ouais, bah pareil qu'Antox et Gibbs, que le fait de se dire je crée une BD et en plus je suis dedans, c'est pas pareil que faire des vidéos sur YouTube, tu vois, parce que c'est un truc physique,
tu l'as dans les mains et tu te dis bon voilà, YouTube ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais au moins t'auras fait ta BD, tu vois. Et c'est un petit truc à cocher sur ta liste des choses à faire avant de mourir, c'est toujours cool, tu vois. Et toi Julien, ton rapport avec la BD? Alors moi franchement c'est rien à voir avec vous. Moi j'aimais pas lire, j'ai jamais lu de BD jusqu'à mes 18 ans. Ah ouais? Je m'en beurrais l'arrêt. Et okay. C'est un truc de fou. Mais par contre, tu sais, quand t'es petit à l'école, en primaire, tu te dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mais j'avais toujours mis dessinateur de bande dessinée. Toujours dessinateur. Je faisais des BD, mais en lire, on me foutait. Ma mère m'achetait des Astérix et tout. Je faisais non, mais je m'intéresse pas. Moi je vais juste pisser, je suis navré. Oh non, mais vas-y, J'en t'inquiète. peux plus. Pas de soucis. Et Le mec se bat en plein tournage, quoi. Je suis vraiment désolé, j'en peux plus, j'ai mal à la bite là. J'ai mal à la Et- bite. Et donc en fait si tu veux jusqu'à mes 18 ans bon, vas-y, on dit, vas-y, pardon. Donc, et en gros jusqu'à mes 18 ans j'avais jamais vraiment lu de BD, même pas un Tintin, même pas d'Astérix. Ah, si l'Astérix un petit peu parce que mon frère il en avait, mais voilà. Mais à mes 18 ans j'ai rencontré mon prof Max Marini, enfin il avait 70 ans mais il est décédé, paix à son âme. Et c'est lui qui m'a donc donné ma première formation en BD, c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre du niveau en dessin et en narration. Et là j'ai commencé à m'intéresser à la BD franco-belge dans un premier temps, et j'adorais les Lampust, les sillages, tout ça. J'étais très fan de Philippe Buchet à l'époque, je me dessine pour lui. Et après je me suis orienté vers le manga, et là j'ai commencé à lire Gun. Tu connais Gun? Là il y a le film qui va sortir Alita, le film de Cameron. Non, Vous voyez c'est à pas? côté. Ah ouais d'accord, ça fait polémique parce qu'en fait ils ont pris une actrice avec, ils ont grossi ses yeux en manga. Ok, oui, j'ai vu ce truc. Tu as vu le truc? Ouais. En fait ça s'appelle Alita en américain, mais en français ils ont gardé le nom, ça s'appelle Gun. J'avais commencé par ça, j'avais dévoré, et c'est là que j'ai commencé à découvrir la narration japonaise. Et puis après j'ai vécu avec une japonaise très longtemps. Et j'ai parti très longtemps, enfin souvent au Japon, et là j'ai un petit peu épousé cette culture-là, et c'est là où j'ai commencé à dévorer du manga. Et c'est là où mon style en fait très franco-belge, il a commencé à se fusionner au manga. Et puis après j'ai découvert un petit peu le comics plus tard, alors j'ai adoré Walking Dead et tout. Et là tout commençait à un petit peu à se mélanger, et je pense qu'il y avait des petits bonheurs, après c'est devenu ça. Mais moi au début je lisais pas de BD, et j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée sans vouloir en lire jusqu'à... C'est marrant. Ouais. Ça m'étonne moi-même. Je suis navré, je reviens. Après avoir fait C'est le pas de petit soucis. pisse. Non, on va commencer à finir par une dernière question. Est-ce que vous pensez que les FDP de Tubonia peut être un essor pour les youtubeurs, par exemple, à créer d'autres médias, à créer sur d'autres médias, pardon? C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que les youtubeurs se mettraient pas à créer d'autres, du coup sûrement de la BD aussi? Il y en a Mais, déjà Il y en a beaucoup font du livre. C'est vrai, maintenant c'est vrai que ça commence à du sortir, livre, mais t'en as qui font des d'autres T'as prods. trucs. l'édition d'Oudouille qui fait. T'en as qui font des prods musicales. Nickland. ouais, voilà, des T'en as qui groupes, font par des exemple. prods musicales et compagnie. Mais après le problème c'est ce que j'ai remarqué énormément, c'est que soit il y a beaucoup de youtubeurs qui sont en mode on n'ose pas se donner les moyens de le faire, soit ils ont pas réellement d'inspi. Et ils se disent bah moi j'ai ma chaîne, ça fonctionne, je vois pas ce que je ferais de plus, puis ça part à la rigueur du merchandising. Comme il y en a, ils font beaucoup les produits dérivés d'eux-mêmes, mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui créent quelque chose qui vient d'eux-mêmes ou d'une bande de potes, quelque chose qui crée réellement et qui vient spontanément. Il y en a très très peu qui le font au final. Ouais, c'est vrai. Ça demande beaucoup d'investissement aussi, Ok. je pense. Et Ouais, quand tu te rends compte de puis, l'investissement derrière, bah ouais, forcément, c'est bête, mais par exemple, la campagne, puis c'est pas donné. c'était combien de temps? Un mois et demi? Un mois et demi où tous les jours tu dis aux gens, bah écoutez, voilà, il y a toujours le Ulule, machin. Bah c'est bête, mais ça reste quand même un investissement. Après, il y a à côté de ça Julien qui lui enchaîne avec la bande dessinée. Il y a Florian en plus l'assistant qui doit également être à fond. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça il y en a qui voient le travail qu'il y a derrière, ils se disent ouais, ça me demandait beaucoup trop de temps en fait, et du coup ils osent pas. Bah, le truc, c'est disons que ça demande des compétences d'entrepreneur, mais dans d'autres domaines que juste de la production vidéo. Tu vois, moi là, ce que j'ai pu leur apporter, c'est mon expertise dans le milieu de la bande dessinée. Je connaissais un petit peu le secteur, comment ça marchait, je savais comment démarcher les gens. Ouais, donc tu as pu sûrement les rassurer Voilà, aussi, je suppose. disons que la campagne, tu vois, je savais les mécanismes, comment marchait une campagne de crowdfunding, tu vois. Donc ce qu'il y a, c'est que, ouais, moi je pense que ce que ça peut faire, c'est. Maintenant, j'entends beaucoup dire à des youtubeurs, pourquoi vous faites pas un Ulule, pourquoi vous faites pas un Ulule.
Mais parce que justement, maintenant on a vu que ça marchait, on a vu que ces campagnes-là, je pense que ça fait du bruit et les gens se disent ouais c'est possible de financer nos projets comme ça parce que ça fait de la prévention. Drainer d'autres choses quoi, Ça, voilà. chez d'autres youtubeurs qui sont Voilà. pas sortis de. Pas forcément de la BD parce que Leur c'est peut-être case. pas un média qui les Oui, qui ouais, leur non, plaît. c'est pas tout. Mais en tous les cas, ce système-là, ils pourront emprunter. Et moi, c'est vraiment ce que j'espère. tu vois. C'est que voilà, regardez, il y a des systèmes. Mais ça demande, c'est comme beaucoup d'investissement. Il faut, tu vois, je comprends de pas vouloir se lancer là-dedans parce que t'as envie de créer tes trucs et t'as pas envie de t'investir là-dedans. Voilà, tu vois. C'est compliqué. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, ça a été super intéressant. Merci à toi. Merci à toi aussi. Donc, je vous souhaite bonne continuation pour les FDP de Pubonia, c'est un beau projet. Merci. Merci beaucoup. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous.